Bonjour, chers collègues. Dans ce cas-là, je vais essayer d'être assez bref. Hier, nous avons déjà parlé d'un sujet donc le sujet de réindustrialisation et les soucis liés à la déindustrialisation. J'aimerais bien discuter ce sujet sur l'exemple de l'économie chinoise pour deux raisons. La première raison, c'est que sur cet exemple, on peut bien voir tous les changements qui sont caractéristiques pour une économie en développement quand on voit des changements structurels. Et deuxième raison, c'est le fait que l'économie chinoise influence beaucoup toutes les autres et nous devons aussi avoir notre propre position par rapport à ce phénomène. Je vais essayer d'être assez rapide. Si nous regardons la structure de l'économie chinoise avec un modèle de trois secteurs, donc le secteur primaire, c'est l'agriculture, les forêts, la pêche. Ensuite, donc c'est un secteur de base. Ensuite, le secteur secondaire, c'est l'industrie manufacturière, l'industrie d'exploitation et la construction. Et le secteur tertiaire, c'est le secteur des services. Dans ce cas-là, nous allons voir, d'après la structure nominale, surtout après 2011, des changements assez importants. Donc, une baisse de la part du secteur secondaire dans l'économie chinoise et une augmentation assez importante du secteur des services, de plus de 50%. Donc, de façon formelle, on peut parler d'une déindustrialisation de l'économie chinoise à cette dernière étape du développement. La conclusion analogue va être tirée si nous regardons la dynamique de l'emploi. L'emploi dans la Chine commence à baisser. La ligne bleue, la courbe bleue, ce sont les employés du secteur secondaire. Nous voyons que l'emploi dans ce secteur baisse, mais au contraire, dans le secteur des services, l'emploi augmente. Et nous pouvons tirer la conséquence que l'économie chinoise est en train d'être désindustrialisée. Mais si nous regardons la dynamique de la croissance des volumes réels de la valeur ajoutée, nous n'allons presque pas voir de différence entre la dynamique du secteur secondaire et du secteur tertiaire. Je dirais même que l'industrie conserve quand même un peu la place dominante. Quelle est la raison pour laquelle, en se basant sur deux tableaux, nous voyons ce processus de désindustrialisation, mais le troisième tableau ne nous le montre pas? En fait, si nous regardons la dynamique de la croissance de la productivité du travail, vous voyez que l'industrie occupe encore la place plus élevée que le secteur primaire et le secteur tertiaire. Donc, l'industrie est largement en avant. En même temps, si nous regardons la dynamique de la valeur ajoutée par employé en moyenne de l'économie, nous n'allons pas voir cette différence. Ces derniers temps, ces indicateurs se rapprochent. Pourquoi est-ce que tout cela se passe comme ça? Comment tous ces tableaux sont liés les uns aux autres? En fait, la réponse clé pour l'interaction et l'interdépendance de ces tableaux, c'est la dynamique des prix dans l'économie. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'industrie, qui a une possibilité d'augmenter la productivité du travail, augmente la productivité, augmente les salaires. Ces salaires pèsent sur le marché global de l'emploi. Ensuite, le secteur des services doit augmenter et est obligé d'augmenter les salaires dans son secteur aussi, mais la part du salaire dans ce secteur est assez élevée et les possibilités d'augmenter la productivité de travail est assez limitée dans le secteur des services. Donc, finalement, nous voyons que le mécanisme de compensation, c'est l'augmentation des prix dans le secteur des services. Et comme ça, donc, il y a une croissance de productivité dans l'industrie, cela augmente les salaires des employés dans l'industrie, après quoi
avec un certain lag, les prix sont augmentés dans le secteur des services et les employés de l'industrie donnent une partie de leur salaire, de leur revenu réel dans le secteur des services. Et donc, les résultats de la croissance de productivité dans l'industrie sont distribués dans tous les secteurs de l'économie, le secteur des services, mais aussi la production des produits alimentaires et l'agriculture. Vous voyez que dans ce secteur, grâce au prix, on peut voir la redistribution de la valeur ajoutée. Et donc, regardez le résultat de l'augmentation de la part du secteur tertiaire de 30 points de pourcentage en 2023 en comparaison avec 1878, 1978. 1978, c'est le début de la fameuse réforme chinoise. Et nous voyons que le facteur des prix occupe 22,3 points de pourcentage. Donc, c'est trois quarts de ce phénomène s'est passé à cause de ces changements structurels dans les prix, parce que les prix dans le secteur des services ont été augmentés avec une rapidité plus élevée. D'autre part, il y a une diminution de la part du secteur secondaire de 9,4 points de pourcentage, et cela s'est passé à cause de la réduction de 25,8 points de pourcentage à cause du facteur des prix, avec une croissance de la part de ce facteur de 16,3 points de pourcentage. Donc la part réelle augmentait en fait. Voilà ces deux chartes, ces deux tableaux. Si nous comparons la structure nominale, anneau, et la structure réelle, en bas. Là, on comprend tout. Dans le tableau d'anneaux, nous ne pouvons même pas dire que en 1978, au début des années 2000, on ne voit même pas d'augmentation de l'industrie. Mais si nous regardons le tableau en bas, nous allons voir une croissance de l'industrie et on n'a pas à voir les réductions une réduction importante à la dernière étape. Donc, le facteur de prix dans les changements structurels domine. Donc, voilà, la structure nominale et la structure dans les prix constants. C'est cette partie où j'aimerais bien vous raconter quelque chose sur l'analyse des processus de déindustrialisation, des tendances, etc. Parce que souvent, on regarde seulement la proportion nominale et on fait des conclusions assez sérieuses sur la déindustrialisation de certaines économies. Et maintenant, je voudrais parler de quelques conséquences qui sont liées à ces processus et sont très importants pour la politique économique. Premièrement, il y a un facteur qui s'appelle le taux d'échange réel, donc le taux monétaire réel. Et dans notre analyse, nous l'utilisons pour dire si l'industrie perd ses avantages compétitifs ou pas. Mais cet indicateur est aussi assez compliqué et a une structure assez compliquée. Donc, cet indicateur, oui, c'est le taux de change réel. Si les prix pour les services sont augmentés de façon plus rapidité, donc le taux de change réel se renforce. Et cela n'a pas d'impact sur le secteur réel parce que c'est le secteur des biens non commerciables. Donc, ce sont les biens non marchands qui participent moins dans cette structure. Nous allons revenir à cet indicateur un peu plus tard. À cause d'une croissance plus rapide, les prix pour les produits alimentaires et pour les services. Et donc, vous voyez ici une croissance importante du taux de change réel. C'est un tableau qui compare
cet indicateur avec le dollar américain. Et la Chine essaie d'augmenter la compétitivité du pays et vous voyez que cela se fait aussi grâce à la dévaluation de yuan. Mais cette courbe que vous voyez, quand même, cela est dû aux changements structurels. Ces changements structurels ont sérieusement influencé les choses suivantes. La courbe orange, c'est la part des exportations chinoises dans les exportations globales. Vous voyez que la dynamique, euh, vous voyez la dynamique. La courbe verte, c'est le PIB par parité de pouvoir d'achat. Cela s'augmentait de façon parallèle, mais ces derniers temps, cet indicateur en vert s'augmentait un peu plus rapidement. Et en bleu, c'est le PIB par le taux de change réel. Et vous voyez que le renforcement de yuan a, a rapproché le PIB par le taux de change et le PIB par parité de pouvoir d'achat en comparaison avec le niveau moyen global. Et vous voyez que vers 2021, la Chine a atteint les résultats moyens globaux. Donc, grâce à ces changements structurels, le taux de change réel de la monnaie nationale se renforce, mais cela ne veut pas dire toujours la diminution de la compétitivité, parce que, bon, il faut diviser ces choses-là, il faut avoir une analyse plus profonde. Ces proportions structurelles influencent aussi d'autres choses. Revenons à ce tableau de la croissance de la productivité. La courbe noire, c'est la croissance de la productivité de travail en général, en l'économie, et c'est plus haut que la croissance du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Comment est-ce qu'on peut avoir une situation quand les indicateurs moyens sont augmentés plus rapidement que les résultats des secteurs séparés? C'est un résultat assez intéressant. Et la raison est la suivante. Regardons la décomposition de cette croissance de la productivité de travail dans l'économie. Donc, si toute la croissance, c'est 100%, oui, on compare 2023 avec 1978, la croissance de la productivité dans les secteurs, c'est seulement 56% de la croissance totale. Le reste, c'est la redistribution de l'emploi. Les secteurs où il y a plus de productivité, mais ici vous voyez l'effet, c'est très petit, c'est seulement 3,2. Les secteurs où la productivité augmente de façon plus rapide, c'est presque 41%. Donc, c'est la contribution dans la croissance globale dans l'économie, c'est voilà, la troisième colonne. Si nous regardons cette dernière étape de développement, si on compare 2023 avec 2009, nous allons voir que la contribution dans la croissance de la productivité de travail, c'est 50,2. C'est dû au secteur tertiaire. Une moitié, c'est la croissance de la productivité dans les secteurs et encore la moitié, c'est l'effet structurel, donc c'est la redistribution de l'emploi. Donc, quand on voit que les proportions des prix sont flexibles, l'économie est flexible, quand on peut redistribuer les ressources d'un secteur dans un autre, il y a des effets qui accélèrent cette croissance. C'est une conséquence très importante. Et si nous regardons la contribution de ce secteur dans la croissance du PIB de la Chine, et en rouge, vous voyez le secteur tertiaire, donc le secteur des services. Donc, c'est la contribution de ce secteur qui sont dues aux changements structurels aussi. Le développement du secteur des services et de la profondeur des chaînes de production. Dans ce tableau, vous voyez la décomposition des chaînes de consommation en Chine. La consommation de la population est prise pour 100%. Nous voyons que 36,4%, c'est la consommation des services dans le domaine de l'enseignement, santé, services sociaux. Ces services occupent la première place en Chine dans le panier de consommation. Mais je voudrais faire attention au fait que ce n'est pas seulement 36,4% qui sont dépensés à ces services, mais de cela, seulement 12,7%
7 points de pourcentage, ce sont ces services, mais les autres résultats, ce sont les chaînes de production plus profondes. Par exemple, c'est l'alimentaire, les intermédiaires financiers, les compagnies d'assurance, par exemple, etc. Donc, quand on parle de la santé, oui, des polices d'assurance. Mais vous voyez que la population dépend de l'argent pour ces services, mais les revenus et la valeur ajoutée sont formés aussi par l'industrie chimique, 2,4%, la construction des machines, 0,7%, transport, 1%. Donc la Chine n'a pas seulement formé cette industrie du secteur des services, mais il a fait de façon que l'argent est retourné dans le secteur réel et fait marcher le secteur réel à cause du fait que les prix dans les autres secteurs est augmenté de façon assez importante, l'industrie a gagné aussi dans cette situation parce que le flux financier est retourné. Mais c'est aussi intéressant de regarder la spécialisation sur le commerce extérieur de la Chine et donc quelle est la base de la compétitivité de la Chine maintenant. Ce tableau est fait à la base de, de l'indicateur Trade in Value Added. Vous voyez ici la rapidité de la croissance de la valeur ajoutée en comparaison avec les services et les biens qui sont exportés. Vous voyez plusieurs périodes, oui, 2000 en comparaison avec 1995, 2008 en comparaison avec 2000, 2020 en comparaison avec 2009. Nous voyons que les secteurs de la construction des machines ont commencé à baisser, ont commencé à perdre leur position dans ces classements, mais les secteurs de services dont la compétitivité se base sur la science, sur l'intelligence artificielle, etc., a commencé à augmenter. Regardez cette dernière période, la programmation par ordinateur et le maintien lié aux technologies d'information occupe la première place. Ensuite, deuxième place, ce sont des biens de caoutchouc et de plasmas. Ensuite, nous voyons l'activité professionnelle scientifique et technique, voilà, qui occupe la cinquième place. Donc, la structure des avantages compétitifs en Chine change et la Chine augmente les exportations des activités post-industrielles, des biens et des services post-industriels. Mais en même temps, si vous faites une analyse plutôt classique de la structure des exportations de la Chine, voilà, les mêmes indicateurs de Trade and Value Added, vous allez voir que cette structure, quand même, est assez inerte. En bleu, ici, vous voyez la valeur ajoutée de la réalisation des produits du secteur de la construction des machines. Vous voyez quand même, ça occupe une grande place. Jaune, ici, par exemple, donc cette partie, c'est le textile, les vêtements, etc. Donc ici, grâce au processus du passé, leur partie est toujours très importante. Et on voit à peu près la même situation dans le cadre de valeur ajoutée brute fournie par les exportations de produits d'ingénierie. Ici, on voit que, en fait, les produits liés aux technologies optiques sont cette partie est très importante. Donc, ce sont les activités basées sur la science. Mais comme cette structure est assez conservative et les nouveaux types d'activités
prend des parties assez petites. Traditionnellement, on voit que les machines et les équipements prennent une très grande partie dans cette distribution. Mais cela veut dire que cette structure est très conservative et ces nouvelles activités plus dynamiques n'ont pas encore augmenté autant. Donc, quelles sont les conséquences de tous ces processus et de tous ces efforts de la part de la Chine? Donc, comme vous le savez, la Chine essaie de présenter les produits basés sur la science au marché traditionnel et cela est rencontré par des barrières parce que vous connaissez très bien ces histoires de Huawei et TikTok sur le marché américain. Sur le marché européen, on voit que les coûts douaniers sont au niveau de 50% pour les téléphones, pour les smartphones. Et avant, la Chine se spécialisait par exemple sur l'assemblage de iPhone avec le coût de travail très bas, très basse. Et de 237 dollars, seulement 8 dollars et demi restaient en Chine. C'est seulement le coût d'assemblage et de la batterie. Les autres composants venaient des États-Unis, de Japon, de Corée. Donc, comme la Chine participait que dans l'assemblage et fournissait que les opérations pas chères, tout le monde était content avec ces situations. Quand la Chine a dit qu'ils veulent plus que 8 dollars et ils veulent avoir tous les autres types de revenus pour les autres composants, personne n'était pas content plus. Donc, la Chine veut gagner de nouveaux marchés et c'est pourquoi la Chine très activement bouge vers les marchés verts. Et c'est pourquoi on voit des exportations vers la Russie, la Biélorussie et Kazakhstan. Là, ce sont des exportations avec une valeur ajoutée importante. Mais là, c'est pas seulement pour vendre ces produits, mais ils veulent proposer le même schéma de répartition comme c'était le cas en Chine dans le passé. Par exemple, aujourd'hui, en Biélorussie, on voit qu'il y a des usines qui assemblent des produits chinois. Ou par exemple, on peut voir Geely. Les voitures en Biélorussie, ils sont assemblés et en Biélorussie, tous les composants viennent de Chine et en Biélorussie, ils ne font pas que l'assemblage et les opérations qui ne coûtent pas beaucoup. Donc, tout ce qui est lié aux technologies, tout ce qui est basé sur la science reste en Chine. Donc maintenant, on observe les processus qui étaient caractéristiques pour la Chine en Biélorussie et nous, on pense comment on peut faire pour que ce partenariat favorise mieux l'économie de Biélorussie. Donc ici, vous voyez la distribution par les types de produits et vous voyez quels sont les produits les plus avancés sur les différents marchés, les machines, les pharmaceutiques,
les moteurs, etc. Donc, quelles conclusions peut-on faire par rapport à l'économie de Russie, de Biélorussie et de France aussi? Donc, récemment, on a vu les résultats des comparaisons de PIB pour 2021 et on a vu des différents graphiques pour la Chine pour des différentes années. Mais si on prend le PIB par personne le long de cet axe, on va voir les mêmes tendances avec des pays de différents niveaux de développement. Par exemple, ici, on voit le niveau des prix nationaux et PPA-PIB par habitant. Donc, vous voyez ici que la Chine est à peu près ici, la France est un peu en dessus, l'Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Russie, tous ces pays sont au-dessous. Mais ici, on voit que cette ligne droite a l'angle 0,2. Donc, on voit que le niveau de prix est différent pour les différents produits. Par exemple, pour les produits alimentaires, pour les machines, ici, on voit l'éducation. Ici, cet angle est 0,4. Donc, la situation quand les services voient la croissance des prix plus rapide, ça veut dire que le coût et le prix pour ces services dans ces pays est au niveau plus bas. Les pays comme le Japon, la Corée, Hong Kong, les Émirats arabes unis, tous ces pays sont en dessus de cette tendance. Et la Russie, la Biélorussie et les autres sont en dessous. La Chine est en dessus. La France est un tout petit peu en dessous. Donc, tout cela est lié au fait que ces services sont financés par l'État dans la manière résiduelle. C'est pas que le niveau de prix dans nos pays est plus bas. Ça veut dire que, en fait, généralement, nous sommes en dessous d'autres pays au niveau de prix, mais les pays qui sont en dessus de tendance, ils ont mené une politique différente. Eux, ils ont fait ces emplois plus prestigieux et les salaires sont plus augmentés dans leur pays. Donc la logique était la suivante. Pour développer l'économie, il faut former la population et c'est pourquoi il faut que l'enseignement est fourni par les spécialistes avec des qualifications les plus hautes. Et c'est pourquoi le concours pour chaque emploi est très fort. Et par exemple, à l'EAU, le secteur de l'éducation, de santé, ont les emplois les plus prestigieux. C'est comme ça qu'ils investissent dans le capital humain. Donc, encore quelques tableaux. Ici, vous voyez les chaînes de consommation pour la Biélorussie. Donc, ici, vous voyez l'éducation et le secteur de santé. Donc, c'est seulement 2,3% de ces structures et normalement, c'est que la valeur ajoutée de ces types d'activités eux-mêmes. Et oui, bien évidemment que c'est lié au secteur de nourriture, mais il n'y a pas d'industrie
À vrai dire, ces flux de financement, ils sont financés que dans la manière résiduelle. En export, la Biélorussie en exportation se spécialise en produits agricoles, après produits et par exemple avant la guerre, les services liés aux informations, aux technologies informatiques étaient plus élevés, mais maintenant le niveau est plus bas. La situation est pas très favorable. Si on voit l'efficacité des chaînes de production et de distribution en fonction du PIB par personne employée, la situation est la suivante. Donc, ici, on voit les différents niveaux par industrie, par type de production. Donc, en Biélorussie, nous spécialisons, avant la guerre, nous se spécialisons en secteur alimentaire, puis on exportait les voitures et tout ce qui est lié aux voitures en Russie. Et beaucoup de marchés comme ceux des États-Unis et des pays européens sont fermés pour nous aujourd'hui. Donc, vu les tendances en Chine et vu nos efforts pour structurer nos relations avec la Chine, pour nous, il est important de voir nos priorités dans le cadre de notre développement économique. Aujourd'hui, on essaie de maintenir le niveau de productivité de notre industrie actuelle et les services de santé et de l'éducation sont financés que dans la façon résiduelle. Dans les économies qui prospèrent, on voit de ces graphiques que là, la politique est différente. Ils investissent beaucoup pour développer et former une nouvelle génération plus saine et plus formée. Et c'est comme ça qu'ils investissent dans la créativité et le développement de leur économie. Donc voilà sont mes conclusions qui proviennent d'analyse du développement de la Chine et de comparaison avec les autres pays. Donc, la conclusion principale dans le cadre de déindustrialisation, post-industrialisation, est-ce que c'est bien ou pas? Pour les pays qui sont les leaders technologiques, eux, ils essayent de retenir les opérations les plus chères et exporter les opérations les moins chères. Pour eux, cette situation est bonne, mais quand les pays qui normalement fournissaient les services moins coûteux et ils essayent de changer leur économie, ils voient que eux, ils doivent changer leur modèle économique et c'est pourquoi les États-Unis et la France voient le concurrent tant que la Chine pour ses services basés sur les technologies. Nous n'avons pas encore à ce niveau pour vraiment concurrer avec ces pays. Nous observons ces processus et malheureusement, en ce moment, nous n'avons pas encore lancé notre développement dans la direction de ce modèle, mais nous, bien évidemment, il faut qu'on prenne conscience en
en ce qui se passe dans nos usines parce que l'assemblage des voitures en Russie, c'est en fait exactement le même cas qu'on observait entre les pays occidentaux et la Chine. Donc, avant, en Russie, il y avait que des usines qui assemblaient les voitures et il y avait des installations pour pendre les voitures. Il y avait un accord avec qu'une usine pour l'assemblage des moteurs, mais en fait, ces moteurs étaient en partie assemblés ailleurs. La ligne de production était importée de l'Allemagne. Il était complètement assemblé à l'Allemagne, transporté en Russie, et ces lignes de production étaient complètement automatiques. Donc la localisation était faite que en partie et était finalement toujours focalisée sur l'assemblage. Donc c'était pas des emplois avec un grand valeur ajoutée. Donc, dans ce contexte, quand on crée le plan pour notre développement économique, il faut penser pas seulement à quelle industrie il faut développer le plus et quels produits on veut manufacturer, mais il faut penser à ce qui va être le valeur concurrentielle de nos usines et quel modèle nous vise. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Je pense qu'il faut donner la parole à Alexandre Chirov pour les questions et les commentaires. Alexandre, c'est à vous. Oui. Chers collègues, j'ai promis à Alexandre cette possibilité de discuter et de commenter. Et moi, j'ai 8 points que je veux adresser. Donc, je voudrais commencer parce que, bon, en fait, j'ai fait un test dans le cadre de mon doctorat. J'ai défendu mon papier et j'ai dit qu'il faut gérer les changements de structure pour former les dynamiques positives. Donc, en fait, on a déjà dit ça plusieurs fois que le changement dans la structure des prix et de coûts pour gérer la situation. Et il faut aussi prendre en conscience les demandes de la part de sociétés. Deuxièmement, il faut prendre en conscience le rôle du secteur réel. Si on résume ce qui a été dit par Alexandre, la situation est très simple. Le secteur réel donne les recettes primaires de l'économie et si on n'a pas de ces recettes, le pays peut développer qu'en tant qu'un centre financier comme la Suisse ou comme Singapour. En fait, le secteur primaire génère le développement et la croissance de main-d'œuvre. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais l'absence du secteur réel dans l'économie diminue le potentiel de la croissance économique parce que cela diminue les revenus primaires quand même. Mais d'autre côté, il faut comprendre que le secteur réel, vraiment trop grand, trop lourd, c'est une sorte d'anachronisme aussi. Donc la question est d'avoir un équilibre raisonnable entre ces revenus primaires et la possibilité de redistribuer ces revenus primaires grâce au secteur des services. Cette tâche n'a pas été résolue pour l'instant par les pays. Ni la Chine, ni la Russie, ni la France n'ont pas pu résoudre pour l'instant cela. Le rôle des entreprises transnationales est intéressant à discuter parce que depuis 20 ou 30 ans, ou même
plus, ce sont ces entreprises transnationales qui définissaient quelles technologies seront accessibles à l'économie chinoise et quelles technologies ne seront pas accessibles. Et donc, la version du fait que tout est défini par le comité central du parti communiste de la Chine, bon, c'est très bien, mais nous connaissons quand même que les pays développés peuvent contrôler l'accès à des technologies. Et c'est une limitation très importante. Xi Jinping a parlé aussi de ce problème il n'y a pas longtemps, et cela veut dire qu'il faut produire sur son territoire et que les Chinois peuvent produire sur leur territoire et exporter les produits pour lesquels ils ont l'accès à des technologies. Et cela est contrôlé par des sociétés transnationales des pays développés. Et bien sûr, cela influence aussi les changements structurels de l'économie chinoise. Le modèle des exportations a été épuisé par la Chine. Et maintenant, l'économie de la Chine, c'est une sorte d'éléphant ou d'hippopotame. Euh, il est très difficile, très compliqué de réorienter cette économie d'une direction vers l'autre. Et bien sûr, le temps que le marché interne euh, ne devienne le facteur clé de l'économie chinoise. Donc, durant cette période-là, il y aura la période des changements structurels où il y aura des avantages et des désavantages aussi. Ce que Alexandre nous a montré, nous avons vu que oui, les secteurs de haute technologie augmentent leur partie dans la structure des exportations, mais les tempos des exportations diminuent de façon considérable. Si vous voyez, les dernières décennies, il y avait 20 ou 30% de croissance, mais maintenant, c'est 8% ou 7%. Bien sûr, on comprend que c'est aussi une sorte de problème dans l'économie. Donc, l'histoire clé, c'est la transformation du modèle des exportations et des investissements à 40% d'investissement en un modèle de consommation élargie, je dirais, avec une croissance importante des secteurs du capital humain. Mais dans ce cas, comme en Russie, ce n'est pas l'influence des autorités du pouvoir, c'est le changement pur de la société chinoise, le vieillissement de la population, plus d'habitants des villes, plus d'exigences envers le secteur d'enseignement, etc. Donc, on ne peut pas dire que la Chine contrôle cela, gouverne cela. Plutôt, la Chine suit ce trajectoire. Une question sur le modèle d'expansion de l'économie chinoise dans le monde entier, dans le monde extérieur. Comme je le dis toujours, il y a deux modèles, le modèle européen et le modèle américain. Le modèle européen, c'est quand nous voulons inclure sur notre orbite le plus de pays possible. Ensuite, nous leur donnons des crédits. Ensuite, ils achètent nos biens, nos produits. Et si les volumes de crédit ont un niveau raisonnable, tout va bien. Mais si le niveau de crédit devient trop grand, comme en Grèce, on voit un problème. Mais on peut dire que l'Union eurasiatique économique a suivi ce même chemin. Peut-être ce n'est pas bien. Mais il y a un autre modèle, c'est le modèle américain d'externalisation de la production. Et l'avantage de ce modèle, c'est qu'il y a des revenus qui sont créés pour les pays où on relocalise la production et on crée des emplois, de nouveaux emplois dans les pays où on relocalise les productions. Et bien sûr, on doit comprendre que l'économie de Chine ne serait pas telle qu'elle est sans l'utilisation de ce modèle américain de relocalisation des productions dans d'autres pays. Vous avez parlé aussi des prix sur les services d'enseignement, etc., mais je vous propose un exemple très clair. Regardons les dépenses de défense. Donc, les dépenses de défense des États-Unis, c'est 1 000 milliards de dollars américains, un peu moins. Les dépenses de défense de la Fédération de Russie en dollars, c'est moins
de 200 milliards de dollars. Donc nous voyons que la différence est vraiment euh, très visible. Si nous regardons le volume de production produit par le secteur militaire russe et américain, nous pouvons faire une conclusion excellente que ces 2 dernières années, pour cet argent, la Russie produit plus d'équipements et d'armements que les États-Unis, mais le niveau de qualité est comparable avec les États-Unis. Et donc, cela nous montre que peut-être les militaires n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin des avions, des chars, etc. Et voilà, cet exemple nous démontre très bien cette histoire avec la formation des prix, parce que nous comprenons le niveau de développement du secteur militaire et de défense dans nos pays. Si nous prenons la Chine, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, donc plus ou moins, on peut les comparer. Et enfin, le retard dans les technologies et les secteurs du capital humain. En Russie, la situation a beaucoup changé. Chez nous, le niveau de salaire dans l'enseignement, dans la science, dans le domaine de santé, grâce à des décrets du gouvernement, a augmenté ces dernières années. Si nous regardons les niveaux de salaire dans la science et dans le secteur de santé, ce sont les salaires qui sont considérablement plus élevés que la moyenne dans l'économie. Et la France et l'Union européenne, en France et en Union européenne, ce salaire, c'est plutôt un peu moins élevé que la moyenne. Mais c'est un modèle. Oui, bien sûr, nous ne pouvons pas attraper les États-Unis qui financent ce domaine grâce à des fonds d'assurance ou le domaine de santé occupe 20%, on peut dire. On peut ajouter encore la pharmaceutique, etc. Mais c'est un mécanisme tout à fait différent. Et si nous prenons le système de l'Union européenne et le système russe, ce sont des systèmes solidaires de financement d'assurance sociale. Et nous comprenons que grâce au fait que bon, nous avons des traits caractéristiques, mais là, je pense qu'on ne peut pas le comparer. Mais en ce qui concerne les salaires et le financement, les changements dans notre pays sont évidents. Et dernier point, en ce qui concerne le niveau technologique, ces usines, etc. En fait, les événements de 2022-2023 montrent que la plupart des directions de l'activité économique dans le secteur réel, malgré le départ des sociétés occidentales, bon, il n'y a pas eu de catastrophe. La Russie peut produire les armements, les équipements militaires, les produits civils, les produits électroniques. Bien sûr, on peut poser la question si c'est cher, si c'est plus cher ou moins cher. On peut poser la question sur la qualité. Oui. Mais en général, on comprend que si on concentre les efforts pour résoudre un souci technologique, on peut le faire parce qu'il y a quand même une industrie assez bien développée. Donc, dans chaque segment, il y a quand même le potentiel technologique et c'est très important. Et en fait, le programme d'assemblage industriel dans Avtoprom, qui est très critiqué, mais dans les régions de Kaluga, de Tolyatti, on a créé les sites de production d'équipements automobiles en utilisant les puissances existantes. Et même le Kamaz, par exemple, n'a pas de souci avec le moteur. Et la production des moteurs électroniques, en prenant en compte que 2 usines sont construites à Kaliningrad, c'est seulement la question du marché. Est-ce que ce marché existe chez nous? Avec les événements de ces 2 dernières années, nous avons vu que si le marché existe, si les conditions sont plus ou moins normales, le business va investir de façon assez active et va recevoir ses profits. Mais en général, il me semble que cette analyse était très intéressante, de haute qualité. C'est cette direction dans laquelle nous analysons l'économie chinoise, américaine, russe, et je vous invite à utiliser les données de l'OCDE parce que cela nous
permet de comprendre comment les chaînes de valeur ajoutée se forment. On a des données sur l'influence de ce facteur sur les niveaux de salaire aussi. Donc, félicitations Alexandre pour cette présentation. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les deux intervenants de ce matin, que ce soit Maxime ou que ce soit Alexandre Gotowski, pour la qualité de leurs interventions. Après, je pense qu'il y a un problème qui a été posé par l'intervention d'Alexandre Gotowski, qui porte sur qu'est-ce que l'on met dans la catégorie des services. Il y a, bien sûr, ce qu'on appelle les services à la personne, bon, et qui se développent d'autant plus qu'une société vieillit. Et on sait que les sociétés d'Europe occidentale, mais aussi la Russie, mais aussi la Chine, sont des sociétés qui sont touchées par un vieillissement de plus en plus important. Donc, de ce point de vue-là, il est assez logique que la part des services augmente. Après, nous avons les services aux entreprises. Alors là, la question se pose, est-ce que les services aux entreprises sont intégrés dans la production industrielle? Autrement dit, est-ce qu'une grande société industrielle développe des départements qui s'occupent des services aux entreprises, ou bien est-ce que ces départements deviennent eux-mêmes des entreprises indépendantes? À partir de ce moment-là, ils sont comptés dans la construction du produit intérieur brut, et c'est quelque chose de très important. Donc la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'à quel point le phénomène d'externalisation d'un certain nombre de services aux entreprises n'a pas gonflé artificiellement soit le PIB, à la fois le PIB, mais aussi la part des services dans le PIB. Donc, la question du développement des services dans l'ensemble des économies est un vrai problème, et c'est un problème, je dirais, de statistiques, mais aussi un problème conceptuel. Par contre, la baisse du niveau de la production industrielle, pas tellement calculée en termes de pourcentage du PIB, mais calculée tout simplement au niveau du volume de cette production industrielle, nous donne une indication de ce que l'on appelle en réalité la désindustrialisation. Alors, est-ce que cette désindustrialisation en Chine est réelle? Je n'en sais rien. Jusqu'à quel point serait-elle portée par des modifications de la demande, que ce soit de la demande intérieure ou de la demande extérieure? C'est peut-être ça qu'il faut regarder de manière plus précise. Et donc, c'est là où on pourrait avoir une véritable discussion. Enfin se pose la question de savoir qu'en est-il des délocalisations. En Europe, en réalité, il y a eu le même phénomène des délocalisations depuis le noyau initial de l'Union européenne, autrement dit, les anciens pays de la communauté économique européenne, Allemagne, France, Italie, Benelux, et les nouveaux pays entrants dans l'Union européenne, qui sont les pays de l'Europe centrale et danubienne. Et une partie de l'industrie allemande ou française est allée s'installer dans ces pays. On a eu d'ailleurs le même phénomène aux États-Unis par rapport au Mexique. Le phénomène de ce que l'on appelle en espagnol les maquilladoras, autrement dit, ce développement des activités industrielles très concentrées d'ailleurs autour de la frontière mexicano
américaine est typiquement ce type de problème. Et ce qu'il faudrait voir par rapport à la Chine, c'est est-ce que l'on est confronté à des logiques identiques. Alors, j'ai un petit peu regardé la littérature. Je sais que c'est le cas pour des activités industrielles à faible valeur ajoutée, comme par exemple tout ce qui est lié, je dirais, à l'habillement, à la confection, qui a été délocalisé par des entreprises chinoises, d'abord au Vietnam, puis au Bangladesh, etc. Mais il ne semble pas que l'on soit confronté à ce même type de phénomène par rapport au cœur même de l'industrie chinoise. Donc ça, c'est peut-être une vraie différence avec les modèles américains et les modèles européens. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut faire attention. Même au sein de l'Europe, il y a des différences. Par exemple, le phénomène de délocalisation a été beaucoup plus violent en France qu'il n'a été en Allemagne, même s'il a aussi existé en Allemagne. Donc, mes questions seraient, jusqu'à quel point le développement des services dans l'économie chinoise peut s'expliquer, que ce soit par des phénomènes d'externalisation d'activités qui étaient faites avant dans les grandes entreprises, ou par un phénomène de vieillissement de la population qui va impliquer évidemment la montée des services à la personne. Et deuxièmement, qu'est-ce que l'on voit si on regarde le phénomène des délocalisations industrielles? Mon sentiment, c'est que la Chine est restée assez en deçà de ce qui s'est passé dans l'Union européenne et aux États-Unis, limitant les délocalisations à des branches de l'industrie qui sont des branches à très faible valeur ajoutée. Il y a eu, comme Jacques l'a souligné hier, pendant longtemps en France, la discussion sur le primat qui devait être donné à l'économie de la connaissance et que l'industrie pouvait être délocalisée sans importance parce que l'essentiel, c'est d'avoir les technologies, la communication, le savoir-faire. Voilà. Et il me semble qu'à travers la démonstration de notre collègue, en fait, il montre bien que les choses sont liées. C'est-à-dire, pour avoir une vraie économie de la connaissance, il faut maintenir une base industrielle solide comme en Chine. C'est d'une certaine manière ce que la Chine est en train de tenter de nous démontrer, c'est que la seule économie de la connaissance qui existe, elle est fondée sur des secteurs aussi traditionnels. Et là, je reviendrai sur un exemple un peu russe aussi, parce que cette théorie de la connaissance, cette économie de la connaissance, on peut faire la même analyse que vous avez faite pour l'industrie, pour l'agriculture. Et il me semble qu'en Russie, le miracle agricole de la Russie s'est fondé aussi sur un savoir-faire économique dans le domaine agricole que l'on avait vu se mettre en place dans les universités du Caucase du Nord, Rostov, Stavropol, dans ces 20 dernières années. Et c'est sur cette base de l'économie de la connaissance que dans le secteur réel de l'agriculture, les choses ont pu se développer. Voilà, je voulais avoir son avis sur l'erreur qui a été faite en Europe de s'imaginer que les choses étaient disjointes. Merci. Alexandre, est-ce que vous pouvez prendre les questions de Jacques et d'Hélène et après ça,
ne quittez pas, on a aussi des questions. Merci beaucoup, chers collègues. Je pense que je vais répondre à la discussion de Alexandre Alexandrovitch. C'est dommage qu'il n'est pas là, mais commençons par cela. Il a dit que son thèse doctorant est dédiée au changement structurel. Mon thèse d'il y a longtemps se focalisait sur les proportions de prix et les comparaisons de PIB de 1993-96. Donc, moi et Alexandre, nous avons suivi le développement de cette situation depuis longtemps, mais pendant notre thèse, la situation de l'économie était différente. On avait assez de puissance qui n'était pas utilisée dans l'industrie. On avait assez de main-d'œuvre, donc en Russie, aussi qu'en Biélorussie, n'appelait pas à la prise en conscience de ces changements structurels. Aujourd'hui, c'est différent. Hier, Alexandre essayait de montrer que ce n'est pas le cas, mais néanmoins, l'économie de Russie et l'économie de Biélorussie voient le déficit de main-d'œuvre et en Biélorussie, il y a plus de gens qui sont virés par rapport aux qualités de gens qui sont embauchés, mais en même temps, les sociétés, les compagnies ont besoin d'employés qualifiés. Donc, on voit ces changements structurels, mais on n'a pas, malheureusement, de réponse adéquate en ce moment dans le cadre de nos politiques économiques. Donc aujourd'hui, on continue d'analyser la situation d'aujourd'hui, des exportations, la demande, les sanctions, qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas vendre. Mais nos économies sont confrontées à la situation quand, même si on lève toutes les sanctions, on ne peut pas vraiment augmenter et se développer dans le cadre de ce modèle. Il faut vraiment penser à quelle direction, quel secteur il faut développer. On ne peut pas juste augmenter l'échelle du modèle précédent parce que on n'a pas de ressources. Donc, ce sont les questions qui sont les plus actuelles pour nos pays. Je peux présenter la situation et l'analyse en Biélorussie en ce moment parce qu'on fait ces analyses tout le temps, mais c'était intentionnel le choix du sujet de ma présentation parce que je voulais avoir cette discussion et j'espère que pendant nos sessions suivantes, on peut voir vraiment les questions de qualité de nos économies et pas justement se focaliser sur les développements récents. Donc, j'ai cette discussion avec Alexandre en permanence et je lui remercie pour ses commentaires qui vont vraiment au fond. Pourquoi je voulais voir l'économie de Chine pour illustrer ces événements. Alexandre disait que c'est le marché intérieur qui doit vraiment être le moteur de développement. En fait, l'économie de Chine a déjà passé certaines étapes. Avant la crise de 2008, en Chine, on voyait le modèle qui était orienté vers les exportations.
le modèle de circulation internationale. Quand ce modèle a rencontré des problèmes, ils ont annoncé le modèle de circulation interne, le développement du marché domestique. Et donc, c'est cela qu'ils discutent en ce moment. Même si en 2019, la Chine a vu la situation quand elle continuait de stimuler le marché intérieur avec une certaine partie d'importation. Ils ont vu le saldo commercial positif. Donc, ils ont vu les problèmes là. Donc, en 2022, ils ont annoncé la politique de double circulation quand les exportations et les importations devaient croître en parallèle. Et si on voit les résultats récents, pendant les 2 dernières années, la Chine essaie d'accélérer la croissance industrielle parce que c'est la base de leurs exportations. Ils ont ajusté le taux de change de yuan et ils essaient d'activiser leur exportation. Mais il y a toujours la question de modèle. Avant, il y avait assez beaucoup de main-d'œuvre. Ils ont redistribué le main-d'œuvre d'agriculture pour avoir assez de main-d'œuvre dans le secteur industriel, mais maintenant ils ont un déficit de main-d'œuvre, donc ils doivent choisir qu'est-ce qu'ils vont produire. Et ils peuvent, par exemple, produire moins de textiles, de produits traditionnels et se focaliser sur les productions qui donnent plus de valeur ajoutée. Donc, finalement, comme cela, tu peux utiliser mieux le main-d'œuvre et produire plus de valeur ajoutée. Donc, la Chine a déjà rencontré ces limitations dans le cadre de son développement selon le modèle précédent et il essaie de voir quel pourrait être le modèle suivant. Par exemple, ils peuvent donner les emprunts différemment comme les Européens le font. Ils essayent de suivre le modèle des États-Unis quand, par exemple, ils exportent leur production et comme ça, ils pénètrent le nouveau marché et comme ça, ils développent leur industrie, mais ils voient toute cette option différente, ils testent des modèles différents et il faut le prendre en compte en structurant les relations avec eux. En ce qui concerne les questions de Jacques, donc le secteur des services, si ce secteur est grand ou pas grand, etc. Je ferai attention ici sur la discussion qui est d'actualité pour nous aujourd'hui, parce qu'il y a 2 objectifs à cette étape de la politique économique. Et ces objectifs sont un peu conflictuels l'un avec l'autre. Donc, le premier objectif, c'est la sécurité économique. Quand vous tâchez de produire tout ce dont vous avez besoin vous-même, mais localiser la production, localiser à 100% la production pour ne pas dépendre des chaînes de livraison. Cet objectif prévoit que vous faites toutes les opérations technologiques, là où vous gagnez beaucoup et là où vous ne gagnez presque pas. Mais vous êtes obligé de faire quand même ces pièces aussi. Et en général, l'efficacité n'est pas si élevée. Le deuxième élément, c'est quand vous regardez l'efficacité. Et vous vous dites, par exemple, il y a des pièces bon marché, par exemple, qui sont faites en Chine,
je ne vais pas les faire parce que je dois dépenser pour la production la ressource de main-d'œuvre qui est plus chère. Moi, je vais me concentrer sur les moteurs, sur d'autres pièces critiques qui me donneront aussi une valeur ajoutée élevée. Et là, quand on pense à l'élaboration de notre politique économique, y compris dans les conditions actuelles, et si je comprends bien, c'est d'actualité pour la France aussi, donc c'est un choix, parce que nous parlons de sécurité économique et nous comprenons que nous allons payer le prix d'efficacité, et donc l'efficacité sera moins élevée. Mais quand même, nous ne dépendons pas d'autres pays, nous avons nos propres chaînes, nos produits, nous produisons nous-mêmes. euh, voilà, etc. Ou bien nous parlons de l'efficacité économique, des changements structurels, et nous disons que nous allons choisir ce qui est plus efficace pour nous de produire, en prenant en compte que voilà, il y a l'économie globale et que nous pouvons acheter une partie des pièces chez nos partenaires sur d'autres marchés. Ces discussions entre les deux objectifs de cette politique répondent à la question si c'est désindustrialisation, délocalisation, donc quelle est la direction, etc. Chaque pays doit choisir pour lui-même et comprendre que la sécurité économique, c'est un analogue d'assurance de risque pour lequel il faut payer. Et dans ce cas-là, oui, nous disons que nous sommes assurés, mais nous vivons de façon plus pauvre. Ou bien non, on veut vivre bien, mais on va espérer que l'économie globale et nos partenaires ne vont pas nous décevoir. Cette discussion n'a pas eu de réponse ni au Biélorusse ni en Russie. Quand les réponses sont trouvées, quand nous comprenons quel chemin prendre, nous pourrons répondre aux questions de Jacques. Donc, quelle est la part du secteur des services, si c'est désindustrialisation ou délocalisation, etc. Dans ce cas-là, nous aurons des repères clairs pour faire le choix et pour répondre à ces questions. Voilà, ce serait ma réponse. En ce qui concerne les secteurs traditionnels, la question d'Hélène, je vais finir bientôt, oui, je vous vois. Je dirais la chose suivante. Pourquoi j'ai cité l'exemple d'assemblage des voitures au Biélorusse et en Russie? En fait, nous utilisons toujours la notion de produit ou de bien. Voilà, nous allons produire ça ou ça. Dans le cadre de produits, il y a toute une chaîne de valeur ajoutée et un nombre d'opérations technologiques. Le modèle américain, qui est testé par la Chine, présuppose que même dans le cadre de ces produits traditionnels, nous pouvons choisir les produits intéressants pour nous et les opérations technologiques intéressantes pour nous. Textile, bien, mais il y a le textile industriel, il y a le biotextile, il y a des types différents de textiles spécialisés qui sont assez chers, où on a besoin des recherches scientifiques pour produire ce textile. Ce produit est tout à fait différent du coton classique. Et même si dans l'industrie légère, nous comprenons que nous avons des limitations liées à nos prix de main-d'œuvre, nous pouvons décider que voilà, nous allons produire ce type de textile, nous allons produire certains types de vêtements. Ou quand nous produisons des voitures, nous allons faire non pas seulement le soudage, mais on va passer aussi au développement et à la production de nos propres composante à une valeur ajoutée élevée. Et donc, nous allons nous plonger dans cette direction plus scientifique, plus technologique. Et de cette façon-là, même sans élargir les débouchés et sans augmenter le volume de production brute, nous pouvons quand même augmenter cet élément pour avoir plus de valeur ajoutée. Et vous savez que les marchés russes et biélorusses ont quand même des limitations par rapport à ça. Merci beaucoup, chers collègues. Merci, Alexandre. Merci, professeur Volkonsky. Votre question?
Une remarque, peut-être pas une question. J'aimerais remercier les deux intervenants pour cette session très intéressante que nous avons eue. Cette thématique liée à la reconstruction de la structure, il y a deux approches au changement de structure. Je dirais qu'une approche concerne le domaine financier et économique, et l'autre approche prend moins en compte les indicateurs financiers et économiques, tels comme les recettes, la valeur ajoutée, etc. Hélène a lié cela à la différence des objectifs à court terme et à long terme. Bien sûr, cela a un rôle important et dans ce sens-là, les approches différentes peuvent être plus importantes pour les objectifs à court terme ou à long terme. Mais je voudrais attirer votre attention à un autre aspect. Dans les cas où on ne prend pas suffisamment en compte ou on prend moins en compte les indicateurs financiers et économiques et on prend moins en compte l'importance de telle ou telle production ou changement, il y a des motivations différentes qui entrent en jeu, des stimuli différentes. Et cela peut être lié aux possibilités d'utiliser ces autres stimuli liés à la différence des civilisations. Par exemple, la civilisation russe et la civilisation chinoise prennent beaucoup plus en compte les intérêts de l'État par rapport aux pays occidentaux, disons classiques. Cela a commencé, cela s'est développé dans ces empires navals tels que la Grande-Bretagne, la Hollande. Et jusqu'aujourd'hui, cela occupe la position dominante dans les pays occidentaux. Mais c'est un vaste sujet, je ne suis pas prêt à aller dans les détails maintenant pour le décrire, mais il me semble que c'est un facteur peut-être même le plus important qui doit être pris en compte quand nous analysons des approches différentes par rapport au changement de structure. Merci encore une fois pour les présentations excellentes de nos deux intervenants. Merci. Merci. Et maintenant, moi, j'aimerais bien poser une question. C'est une question courte, mais conceptuelle. Et c'est une question à deux intervenants, à Maxime et à Alexandre. Quand Maxime parlait de la formation du centre financier en Grande-Bretagne, dans l'époque historique, nous nous souvenons du fait que c'était une période de passage de mercantilisme au libre-échange. En d'autres termes, il fallait financer non pas seulement les dépenses militaires, mais aussi les dépenses des sociétés commerciales qui s'occupaient de l'expansion sur les marchés externes. En d'autres termes, nous avons vu le passage de protectionnisme à la globalisation, à la mondialisation. Maintenant, nous voyons un passage inverse. On a l'impression
que la mondialisation économique s'est arrêtée dans le monde et on voit commencer la fragmentation de l'économie mondiale. La question, dans les nouvelles conditions, ce réservoir financier gigantesque qui est apparu aux États-Unis ne sera-t-il excessif pour l'économie mondiale? Est-ce qu'on aura besoin d'un tel voilà, système global si d'une telle bulle globale financière si la mondialisation financière s'arrête? Quelles sont vos opinions? Maxime, peut-être vous allez commencer? Oui. Comme vous voulez. Oui, merci pour cette question très intéressante, effectivement. Question difficile aussi, mais je pense, comme j'ai essayé de le montrer dans ma présentation, qu'il y a deux forces principales qui risquent d'agir sur l'évolution des marchés financiers mondiaux. Premièrement, c'est la crise occidentale, parce que ce système, à mon avis, est en train de détruire les industries occidentales, à petit feu peut-être, mais quand même, ça se produit et ça peut devenir insupportable au bout d'un moment suffisamment pour que les pays occidentaux cherchent à changer ce système. Ça, c'est le premier aspect, même si pour l'instant, politiquement, je vois rien venir qui remette en cause ce système. Je pense quand même que ça finira par se produire parce que c'est destructeur, voilà, pour leurs propres intérêts. Et deuxièmement, la deuxième force qui risque de le changer, c'est l'attitude des pays émergents et en particulier de la Chine. Parce que ce que fera la Chine dans l'avenir sera évidemment fondamental pour l'évolution des marchés financiers, parce qu'il y a une dépendance en fait entre les deux, entre l'industrie chinoise et la taille des marchés financiers occidentaux. Et si les Chinois réussissent et veulent rompre cette dépendance et s'autonomiser dans leur développement économique et financier, et surtout s'ils y arrivent, ce sera ça le plus difficile, à trouver un système qui fonctionne et qui leur permette de se développer sans cette dépendance, alors les marchés financiers occidentaux connaîtront une grave crise, de toute façon. Donc oui, il y a ces deux forces internes à l'Occident et externes à l'Occident qui pousseront, à mon avis, à mettre fin à cette hégémonie financière occidentale. Voilà. Merci. Alexandre, est-ce que vous allez commenter cela? Oui? Je vais vous proposer mon opinion. Mon opinion est le suivant. Jusqu'à ce que les rôles dans la distribution mondiale du travail étaient plus ou moins stables, bon, grosso modo, les États-Unis développaient et vendaient l'iPhone et la Chine l'assemblait pour $89. Le concept majeur de l'économie était le libre-échange, parce que les pays développés étaient satisfaits de ce modèle. Ce modèle assurait les recettes plus élevées sur les opérations plus chères et complexes dans ces pays. Quand on a essayé de changer cette répartition dans le monde, quand la Chine a commencé de développer leurs propres produits et les présenter sur le marché américain comme Huawei, et il y a d'autres produits aussi. Tout d'un coup, on a vu la conception que il faut procéder à la réindustrialisation des économies développées, et le libre-échange, c'est pas que du bien, et peut-être il faut introduire des mesures protectionnistes. Donc, je lie ce qui est en train de se passer avec l'effort des pays, de la part des pays qui ne sont pas d'accord avec le status quo. Avant le moment quand
la nouvelle répartition s'installe, on va avoir des conflits. L'économie des États-Unis est liée à leur main-d'œuvre et les États-Unis contrôlent le système et les flux commerciaux. Si le nouveau système change le status quo et on va voir les nouveaux centres économiques, la Chine essaie de contrôler et de développer dans le cadre de leur chaîne de production les relations avec les autres pays. Par exemple, ils développent les chaînes entre la Chine et la Russie. Ils sont en train de se préparer pour la situation où leur système financier soutient ces chaînes. Donc cela va résulter en changement dans le système financier mondial. Les États-Unis ne vont pas contrôler tous les chaînes commerciaux et dans beaucoup de chaînes, les États-Unis vont être ne vont pas avoir des fonctions. Donc cela va résulter dans le changement global dans la répartition et dans les structures du système financier.